doit faire ces passages-là quand on est des triathlètes et que nous aimons la longue distance. Il y a des passages obligés. L'Alpe d'Huez, c'est ça. Parce que je crois qu'ils ont réussi à créer cette ambiance, cette atmosphère, on en a parlé en introduction, et ça perdure. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'on devient des grosses machines. Ce sont des épreuves, effectivement, aujourd'hui, qui sont de grosses machines de l'orga. Et malgré tout, on s'y sent bien. Je vais faire un S, je vais faire un M, et je bascule sur la longue distance. Parce que je crois que la couverture médiatique est beaucoup plus accentuée, beaucoup plus présente sur la longue distance. Il y a eu bien sûr l'engouement pour l'Ironman, le label Ironman. La longue distance aujourd'hui, c'est le Graal. Je veux dire, les jeunes triathlètes qui débutent, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ils ont envie de quoi? Tout de suite, ils passent sur longue distance. Enfin, beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Et salut à tous et bienvenue dans le podcast Loop sur l'endurance. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui connaît l'Alpe d'Huez un petit peu comme sa poche depuis plusieurs années. Stéphane Garcia, tu commentes la course en direct, tu suis chaque montée, on est habitué à entendre ta voix et là on va voir la voix de l'autre côté du podcast, donc ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Comment tu te sens à quelques heures de recommenter ce live ? Tout d'abord, merci Valentin pour l'invitation. Ça me fait très très plaisir effectivement de pouvoir partager cette aventure de l'Alpe d'Huez avec vous. Comment je me sens ? C'est un peu particulier ici. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui est un peu à part. Et c'est vrai que souvent quand j'en parle autour de moi, je dis il faut faire cette épreuve. Il y a l'Embrunman, pour ceux et celles qui aiment le long, mais il y a aussi l'Alpe d'Huez. Et quand je dis aussi, c'est qu'il y a cette atmosphère qu'on retrouve sur ces courses en montagne, ces courses qui sont difficiles, qui vous amènent à une réflexion particulière et une préparation particulière. Et l'Alpe d'Huez, c'est l'exemple parfait. Il y a les distances qui correspondent aux espoirs de certains, c'est-à-dire déjà par le duathlon, par le M ou bien sûr le L. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Il y a les enfants, quand on vient en famille, et c'est un village familial déjà, avant tout. Et c'est cet ensemble, je dirais, de paramètres et d'aspects qui font que c'est particulier. On se sent bien à l'Alpe d'Huez et c'est ce que je ressens avant tout. Avant de parler de commentaires, avant de parler de live, c'est ce ressenti que j'aime transmettre et que j'aime partager. Trop bien, je vais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que quand tu parles d'atmosphère, j'ai souvent l'habitude de dire, moi, dès que j'emmène quelqu'un ici, c'est un peu le monde des Schtroumpfs le temps d'une semaine parce qu'on a l'impression d'être entre guillemets normal. Quand on sort le matin, il y a toujours quelqu'un qui fait du sport, etc. Donc toi, quand tu parles de ça, tu parles vraiment de l'atmosphère particulière, de la course, du village, de tout ce qui vient autour de cette épreuve finalement qui a lieu année après année. Ouais, je crois que c'est une impulsion qui est réelle, mais cette impulsion, c'est l'ADN même de la famille Neveu. Laurence et Cyril sont les fondateurs, les créateurs, et ça leur correspond. Et je crois que les épreuves, quelles qu'elles soient, que ce soit sur le plan national, même international, quand on regarde les épreuves qui sont historiquement implantées dans le calendrier national ou international et qui, on ne déroge pas à la règle, on doit faire ces passages-là quand on est des triathlètes et que nous aimons la longue distance, il y a des passages obligés. L'Alpe d'Huez, c'est ça. Parce que je crois qu'ils ont réussi à créer cette ambiance, cette atmosphère, on en a parlé en introduction, et ça perdure. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'on devient des grosses machines. Ce sont des épreuves, effectivement, aujourd'hui, qui sont de grosses machines de l'orga. Et malgré tout, on s'y sent bien. Et ça, je dirais que moi, je leur tire mon chapeau parce que je connais aussi le monde de l'organisation. Et garder cet ADN-là, cette histoire-là, de la première heure à aujourd'hui, rien n'est facile. Et rien n'est jamais gagné. Ouais, c'est sûr. C'est là où c'est super intéressant aussi la réponse que tu nous donnes. Ça va me permettre aussi d'introduire aux auditeurs et auditrices le plan un petit peu de ce podcast parce qu'on va vraiment essayer d'aller chercher cette passion dans les multicasquettes que tu peux avoir, mais cette passion du commentaire en live, du speaking, etc. On a vraiment une vision aussi qui est les anecdotes. On en parlait en off et je suis vraiment pressé que tu nous la racontes ici pour tous les auditeurs parce qu'elle est incroyable. Et pour finir, de par ton expertise, de ce que tu nous partages dans l'introduction, je me dis, on a choisi quand même le bon sujet, c'est d'aller traiter avec toi vraiment l'évolution du triathlon dans sa globalité. Tu parles d'organisation, on va parler des pros, on va parler des amateurs. Donc voilà un petit peu les différents sujets qu'on va traiter. Pour commencer, Stéphane, elle vient d'où cette passion pour commenter un live, pour regarder cette course et transmettre un petit peu tout ça? Ouais, c'est une évolution. Ça a été une évolution dans ma carrière. J'ai commencé l'animation, je dirais, générale dans les années 2000,
de par mon positionnement d'organisateur initialement, où le speaker qui avait été recruté à l'époque faisait un très bon boulot, et je m'en suis inspiré. Je me suis dit, tiens, faudrait tenter le coup parce que je suis aussi triathlète, je sais de ce dont je vais parler, et je pense qu'effectivement, pour être commentateur, il faut savoir de quoi on va parler, savoir le ressenti de la course, et transmettre cette information au public, alors que ce soit en live avec un micro quand on est un animateur classique, ou quand on est même derrière un micro mais avec une caméra, avec un live, où on doit transmettre et transporter une idée, transporter également des sentiments, des ressentis par rapport à ce qu'on voit. Et là, on fait de la radio ou de la télé. Souvent, on fait de la radio d'ailleurs, quand on fait un live, c'est de la radio. Et donc, on ne peut pas, je pense, ça c'est très personnel, mais je ne pense pas qu'on puisse effectivement faire passer tous ces messages-là et ce ressenti-là sans avoir soi-même pratiqué. Moi, je suis l'amateur lambda, c'est-à-dire qu'effectivement, ça fait 30 ans que je fais du triathlon. Je n'ai jamais été quelqu'un de très performant. J'ai toujours été un passionné de l'entraînement, un forçat de l'entraînement, parce que je n'avais aucune qualité. Donc, il fallait que je travaille beaucoup pour réussir à avoir quelques petits résultats modestes. Mais justement, cette expérience personnelle, j'ai réussi, je pense, à la transmettre par le micro et par ce que j'aime raconter aux gens. Okay. Mais c'est intéressant ce que tu nous partages, parce que c'est vrai que dans nos auditeurs, on le sait, il y a différents profils, il y a différents âges aussi, et tu vois, j'avais pas prévu d'aller sur ce sujet-là, mais finalement, s'il y a des jeunes qui nous écoutent ou moins jeunes et qui se disent, voilà, c'est quelque chose qui, je me retrouve dans ce qu'ils partagent, ou je me retrouve dans les commentateurs à la télé, et finalement, en fait, tu es en train de nous partager que l'expertise, tu l'as développé au fur et à mesure, mais tout ça naît d'une passion, ou alors tu penses qu'il y a aussi un autre biais pour y arriver? Est-ce qu'il y a une formation sur ces sujets-là? Il n'y a pas de formation. En fin de compte, regardez aujourd'hui, il n'y a pas d'école, à part les écoles de journalisme, mais là on est dans un autre monde, mais il n'y a pas d'école pour devenir commentateur, on apprend sur le terrain, on se nourrit de ce qu'on entend, de ce qu'on apprend des autres. Moi j'avais mon mentor, c'était Per Cessio, avec qui je travaille encore, c'était Olivier Bachet, c'est toujours Olivier Bachet. Voilà, ce sont mes amis de longue date avec qui j'ai appris à travailler. Au départ, on part avec effectivement énormément d'informations, on remplit des pages et des pages et des pages d'informations, et on se rend compte que finalement, on ne garde que l'essentiel. Et aujourd'hui, je ne garde que l'essentiel dans mon commentaire. Donc, j'ai évolué aussi en démarrant surtout proche des amateurs, c'est-à-dire transmettre une information pour les amateurs et pour le public, parce que le public, c'est lui qui est derrière les barrières et qui écoute le commentateur. Donc, c'est d'abord pour eux. Et ensuite, mon évolution, elle a été vers les professionnels. Parce que effectivement, le monde du commentaire a évolué dans le triathlon, et je l'ai vu évoluer. J'ai participé à cette évolution en travaillant quand j'étais speaker labellisé pour la FF3 sur les grands prix. Ça va très vite, il faut connaître tous les pros. Donc là, c'est un vrai travail, je dirais, journalistique et de rapidité dans l'exécution et dans le phrasé. Donc il faut être spécifique, il faut être technique. Et pour moi, le numéro 1, c'est Olivier Bachet dans ce domaine. Il les connaît tous, il n'a pas besoin de voir les dossards. Voilà, il n'a pas besoin de fiches. Donc, j'ai appris à ses côtés. Et j'ai vu assez vite, je me suis assez vite rendu compte que ce n'était pas mon trip. Le Grand Prix, pour moi, ça allait beaucoup trop vite. Ce n'était pas ce que je recherchais en termes de commentaires. C'est pour ça que je suis passé petit à petit. Je me suis spécialisé sur l'half distance et surtout la distance Ironman, la longue distance. Parce que ça me correspond et j'aime prendre mon temps quand je commente, et j'aime décrire les situations. Dans un Grand Prix, on commente l'instant T, ça va très vite, et on parle que de pro. Là, je parle à un public qui parfois est complètement néophyte, qui découvre le triathlon au travers d'une voix, au travers d'une image. Donc, il va bien falloir faire passer tous ces messages, et les messages, c'est mon expérience. C'est sûr que tu nous parles d'une voix, d'image, et j'ai envie de te challenger sur ça, c'est-à-dire que tu le vois avec les pros. Tout à l'heure, on parlait tous les deux autour d'un café de Léon Chevalier, par exemple, qui allait faire cette course aussi demain, qui va venir en podcast avec nous. Mais tu les vois au quotidien, ces pros, on va dire, sur les images. Tu arrives à lire les émotions, tu arrives à cerner un petit peu sur une course comme l'Alpe d'Huez, quand ils vont arriver sur ce fameux juge de paix, dans quel état d'esprit ils vont l'aborder, dans quel état physique. Est-ce qu'au fur et à mesure de ces années de commentaires, tu arrives à analyser tout ça ? Alors oui, avec certains athlètes que je connais bien parce que je les suis depuis plus de 15 ans, j'ai évolué avec eux.
À l'époque, un Romain Guillaume, j'ai couvert en 2009 Nice, où il y a eu un seul live pendant le vélo, où j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec un Mike Gross qui était devant en tête. Et puis derrière, il y avait un Marcel Zamora, il y avait un Hervé Faure, évidemment, hein, qui brillait à cette époque. Et un Romain Guillaume, c'est l'anecdote, mais un Romain Guillaume, casque profilé, vélo contre la montre, il se retrouve avec les grandes stars. Et ben Romain Guillaume, j'ai grandi avec lui, parce que je l'ai découvert en 2009, et j'ai commenté énormément de courses où j'ai vu Romain Guillaume, donc forcément je le connais. Donc forcément je sais, quand je le voyais sortir de l'eau, quand je le voyais monter sur son vélo, quand je le voyais rouler, je pouvais et je décernais par son attitude quelques informations qui me permettaient de dire oui, là ça va marcher, ou là il est un peu plus dans le dur, ou etc. Alors avec quelques athlètes, je dirais pas tous les athlètes, c'est pas possible. Quand j'ai découvert encore la start list des pros, il y a près de 100 pros engagés sur cette édition. Évidemment que je ne connais pas tous les pros. Et puis il y a des pros qui sont des pros qui ont la licence pro, mais qui vont découvrir le monde professionnel du triathlon que je ne verrai pas à l'image demain. Et je vais en voir combien à l'image demain? Je vais en voir 5, 6, 10, grand max. Ouais. Donc ça veut dire que effectivement, chaque course m'amène plus d'expérience, plus de connaissances sur certains athlètes, certains que je retrouve systématiquement. Évidemment, on parlait de Léon Chevalier, il y a de grandes chances que demain on puisse le voir aux avant-postes. Il va y en avoir d'autres. Grandi, il est là. Richard, il est là. Un Lilian Calmejane qui va sûrement être très loin derrière et qui va remonter tout doucement. Et on risque de le voir. Ouais. Comment ça va se passer quand il va partir à pied avec les genoux en X, parce que c'est quand même avant tout un cycliste. Ça, ce sont de belles expériences, de belles aventures. Et puis d'autres triathlètes que je connais aussi, que je vais pouvoir effectivement disséquer tout au long de leur course, parce que je vais les voir avancer. On va les voir avancer, on va les voir parfois reculer aussi. On va se dire, tiens, on avait le sentiment qu'il était bien, et puis il n'est pas si bien que ça, etc., etc. Mais ça, c'est la course qui va le décrire et qui va l'écrire. Tu nous parles de ça, justement, ceux qui avancent, qui parfois reculent. J'ai envie de basculer sur les anecdotes, parce que je pense que tu en as tellement. Est-ce que tu as des histoires comme ça à nous raconter d'athlètes qui, finalement, tu les as vus à caméra et puis ensuite, explosion totale sur les 21 virages? Ou alors, j'ai souvenir, on avait enregistré un podcast avec Alanis Siffer l'année dernière, on va la recevoir encore cette année. Ouais. Il me semble que c'est la première fois qu'on voyait à l'image une athlète monter totalement sur les prolongateurs. Alors, est-ce que tu as des anecdotes comme ça? Évidemment que j'ai l'anecdote avec Alanis Siffer. Pourquoi? Parce que moi, quand je la vois monter sur le prolongateur, je dis, elle a le cintre qui est cassé. Elle peut pas mettre les mains dessus, elle a un problème. On avait vu également Barbara Riberos avec des gros braquets à l'époque. Je dis, elle a le dérailleur qui est cassé. Elle n'avait pas les mêmes roues à l'avant et à l'arrière. Et puis, je recevais des textos, parce qu'évidemment, le live, on est suivi. On reçoit des textos. Et merci d'ailleurs de nous donner des informations, parce qu'on ne connaît pas tout. Et on me prévient, oui, Brett Sutton derrière. On les prépare comme ça. Ils ont l'habitude de rouler avec du braquet même en montagne. Elle a cette caractéristique de monter sur les prolongateurs. Je la découvrais, donc je ne pouvais pas l'inventer. Ouais. Donc là, moi, j'étais face à une athlète que je me disais, il y a un souci. Donc, je me suis fait un petit peu allumer, mais ça fait partie du job. Ouais. Je ne me ferai pas surprendre demain. Ouais, non, mais clairement. Et tu nous parlais en off, j'ai envie que tu viennes nous la raconter, cette histoire. On commente le L et il y a le commentaire aussi sur le M, mais pas sur le duathlon, si je ne dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas de duathlon. Ouais. Mais tu as quand même une histoire à nous raconter sur ce duathlon qui a eu lieu justement hier. Est-ce que tu peux nous la partager? Oui, je vais vous la partager. En plus, c'est quelqu'un de mon club, Étienne Charbot, qui était engagé sur le duathlon et sur le longue distance d'ailleurs. Et pour tout vous dire, il a eu un ennui mécanique. Alors mécanique à double titre, vélo et lui-même, puisque hernie discale déclenchée il y a quelques semaines, interdiction formelle de faire du vélo. Bon, il a tenté le coup et puis finalement, il se dit, je ne pourrais pas faire le vélo. Donc hier, il descend quand même au départ à Bourdoisans, il met le dossard comme tout duathlète, il prend le départ. Il avait demandé quand même une autorisation en disant voilà, je ne pourrais pas utiliser mon vélo sur la montée de l'Alpe, est-ce que je peux monter en courant? Donc il a l'autorisation. Alors soyons clairs, c'est pas recommandé, ok, c'est pas un duathlon, il a fait une course à pied. Donc au final, il a fait la première course à pied de 7 km à Bourdoisans, il a fait la montée de l'Alpe d'Huez en course à pied, d'accord, aux alentours d'1h35 à pied. Il y avait quelques réflexions d'ailleurs de gars qui lui disaient mais t'aurais mieux fait de prendre un vélo. Il leur a dit oui, mais là je suis en train de te doubler, donc finalement je vais plus vite que toi à pied et que toi en vélo. Ça c'était pour la petite histoire. Il est arrivé donc à l'Alpe, il a traversé le parc vélo et il a été faire son 5 km pour terminer son, on va dire, duathlon, disons la distance du duathlon complète, il a fait en 2h37 pour être précis. Il est loin d'être dernier. Voilà. Et ce matin, il faisait la reco pour la marque of Esteem. C'est là où on se rend compte où la notion... Pardon. Pas de souci. C'est là où on se rend compte où finalement la notion d'atmosphère que tu nous partageais au tout début dans cette introduction, je pense
c'est finalement ce qu'il a été cherché, comme tu le dis. Mais Oui, il n'a pas fait le duathlon en tant que tel, mais il y a l'ambiance qui est là. Tu sais, Valentin, il l'a dit à l'arrivée. Il l'a dit, je l'ai interviewé parce que, évidemment, je me suis empressé de prendre le micro et lui faire son arrivée. Merci à Vicky de m'avoir laissé ce micro. Et sa première phrase, ça a été « Je remercie l'organisation parce que je ne pouvais pas ne pas prendre le départ. Je ne pouvais pas ne pas honorer cette épreuve. » Il a déjà couru la longue distance. Et il a déjà couvert, d'ailleurs, il avait couvert avec moi il y a 2 ou 3 ans, sur la moto. Il avait fait Okay. Oui, il était sur la moto, il nous faisait le direct sur la moto. D'ailleurs, à cette époque, je crois qu'on avait fait quelques directs avec toi. Ouais. Et il dit, je ne pouvais pas ne pas prendre le départ. Je sais que c'est pas très réglo, il en était tout à fait conscient. D'ailleurs, il ne se considère pas comme classé dans cette épreuve. Okay. Mais c'est une anecdote, c'est une aventure humaine avant tout. Et c'est aussi pour honorer l'épreuve, parce qu'il ne voulait pas ne pas participer. Ouais, c'est fou quand même, on se rend compte que cette notion d'atmosphère, là, elle résonne totalement. Est-ce qu'il y a une édition particulière qui t'a marqué de par les conditions météo, de par un athlète ou une athlète qui est venu sur cette start list qu'on n'attendait pas? T'as un souvenir comme ça qui vraiment t'a marqué dans toutes ces éditions? Moi, j'ai couru ici en 2009. C'était vraiment dans les premières, je crois que c'était la 2e édition de mémoire, hein. Je crois que c'est 2008 la première, 2009. Et je cours sur un pari avec des copains, comme souvent, hein. C'était après Lanzarote, d'ailleurs on avait fait l'Ironman de Lanzarote, et puis après on décide de venir ici. Aucune préparation montagne, hein. Moi je suis de Royan, donc vous pouvez imaginer, hein, c'est des dos d'âne, hein, chez moi, il n'y a pas de col. Les grosses difficultés, c'est ça. Et on se pointe ici, évidemment, la fleur au fusil, les braquets 39-26, voilà. Et on s'est envoyé cette épreuve. Et là je me suis dit, là il y a un truc. Il y a un truc parce qu'on n'est pas prêt pour ça, et pourtant on a envie de revenir. L'eau à l'époque était à 14-15 degrés. Hein. On est dans un autre monde. Hein. Là, demain, elle sera à peu près à 17, hein, c'est sûr, hein, 17-18. C'était vraiment très, très froid. Donc, première claque, tu prends de l'eau à 14 degrés, tu n'as pas vraiment l'habitude. Mastart, hein, les Marcel Zamora et compagnie devant et tout. Mastart, peut-être pas 2000, mais on était à peu près 1000. Ouais. Et ça bastonnait, enfin, etc. etc. Après, tu as l'altitude, il faut l'encaisser. Le parcours à pied, il n'était pas du tout comme ça. Le parc vélo n'était pas du tout là. Enfin, il y avait une autre organisation et on remontait dans l'Alpe d'Huez. À chaque boucle, hein, on montait, on descendait dans l'Alpe d'Huez. Ouais. Je ne dis pas que c'était plus difficile, mais c'était différent. Et là, je me suis rendu compte, c'est pour ça que je vous parlais d'atmosphère tout à l'heure et d'ambiance. Et je me suis dit, là, il y a une épreuve qui est complètement hors norme. Déjà, on était peut-être à la 2e édition, déjà il y avait ce ressenti. J'avais pas une grosse expérience en 2009, mais malgré tout. Et quand je vois aujourd'hui où on en est, ou plutôt où cette organisation en est, c'est bien la preuve. Il y a eu des choses assez extraordinaires. Autre anecdote, la victoire de Romain Guillaume aussi, avec Daniel Arif, qui termine dans le top 10. À quelques kilomètres près, elle aurait pu gagner l'épreuve. Ouais. Non mais voilà, ça c'est des anecdotes. Des débutants ici, qui monte l'Alpe d'Huez en 2h30, qui termine, moi j'ai un copain d'école, les 3 derniers lacets, il les a montés en chaussettes. Il avait les pieds brûlés. Il a couru après. Et il n'a pas lâché. Évidemment qu'il a continué. Donc voilà, vous voyez, on parle souvent d'Ironman, de dépassement de soi et tout. Sur cette épreuve-là, je crois que personne n'a envie d'abandonner, encore plus qu'ailleurs. Pourquoi ? Je ne peux pas tout expliquer. Je crois que c'est même pas la peine d'aller chercher non plus explication à tout. Ouais. C'est comme ça. Ouais, c'est une épreuve, encore une fois, c'est une épreuve à part. J'ai fait l'Ambraman, je l'ai commenté presque pendant 10 ans. Je l'ai couru 2 fois. Et on ressent ça aussi, hein, sur l'Ambraman. Okay. On ressent un peu cette... Alors, on est un petit peu dans une autre dimension, mais malgré tout, on est dans un autre monde. Ce sont des épreuves qui vous sortent de votre quotidien triathlétique, de par la préparation et de par l'exécution le jour J. Et on en ressort différent. Ah, c'est sûr que ça donne envie de le faire. Je me dis... J'ai eu la chance hier de le faire déjà en couverture en vélo, mais je me dis de toute façon à un moment donné il faudra arrêter de travailler sur cette édition, et je crois que je le dis tous les ans sur un des podcasts où je me dis finalement l'année prochaine je ne bosserai pas et je ferai une de ces courses, mais à chaque fois j'enchaîne. Et finalement tu nous parlais d'une anecdote en 2009, ça me permet de rebondir sur la partie qui est vraiment la partie de l'évolution du triathlon. Comme tu le disais, tu as vu plein de choses évoluer dans le monde professionnel, dans le monde amateur. Comment toi, de ton expertise, de ta passion du triathlon, je pense que c'est aussi ça qui va nous donner beaucoup d'éléments de réponse. Tu vois cette évolution du triathlon sur les professionnels, sur les start lists, sur l'amateur, comme tu disais, qui va faire une montée en 2h30. Comment il évolue ce sport ? Je crois que d'abord, il y a de plus en plus d'épreuves.
d'accord, il y avait beaucoup moins d'épreuves. La longue distance, il n'y en avait pas tant que ça. On était à l'époque, il y a 25 ans, c'était surtout du M, on appelait ça la courte distance, la distance DO même, la distance olympique. Il n'y avait que ça, pratiquement que ça. La longue distance est apparue plus tard. Il y en avait, ça existait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et on attendait avant d'aller sur la longue distance. Tant que tu n'avais pas écumé toutes les épreuves M de l'époque, tu n'allais pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça veut dire que cette multitude d'épreuves, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté une facilité aux athlètes de se dire, je peux, à 50 km de chez moi, aller faire une longue distance assez rapidement. Je vais faire un S, je vais faire un M, et je bascule sur la longue distance. Parce que je crois que la couverture médiatique est beaucoup plus accentuée, beaucoup plus présente sur la longue distance. Il y a eu bien sûr l'engouement pour l'Ironman, le label Ironman, mais la longue distance aujourd'hui, c'est le Graal. Je veux dire, les jeunes triathlètes qui débutent, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ils ont envie de quoi? Tout de suite, ils passent sur longue distance. Enfin, beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Parce que les clubs se sont structurés. Parce que les coachs existent. Moi, il y a 25 ans, on ne parlait pas de coach. À l'époque, il y avait Guy Emerlin qui était présent, qui est toujours là, je le salue d'ailleurs. Mais il n'y en avait pas 36 000. Aujourd'hui, il y a une multitude de coachs. Donc ça veut dire cette accessibilité facile finalement à être coaché sans aller même dans un club. On prend un coach, tu payes par mois X et on s'occupe de toi. Et tu vas te préparer pour un événement. Avant, on préparait pas un événement, on préparait une saison. On préparait une carrière où on se lançait dans une nouvelle discipline. Aujourd'hui, le triathlon, j'ai le sentiment, malgré tout, il y a beaucoup de passages. Il y a énormément de flux de gens qui viennent, qui réalisent leur objectif et qui disparaissent. Certains restent, évidemment, une grande majorité. Mais comme on peut accéder beaucoup plus vite à ce que nous, avant, on mettait du temps à aller sur la longue distance. Aujourd'hui, on consomme en fin de compte. Finalement, il y a un peu cette notion de défi, comme tu le dis, avec certains qui viennent et qui repartent. Toi, ton sentiment sur ça, sur l'ambiance triathlon, sur l'ambiance qui pouvait y avoir il y a 15 ans et désormais cette année sur l'Alpe d'Huez, tu sens qu'il y a toujours cet engouement et cette particularité de ce sport? Oui, parce qu'on est à l'Alpe d'Huez. Alors si on parle de l'Alpe d'Huez, on est sur le défi qu'on se lance. Quand je dis que, effectivement, quand je vous dis que le triathlète débutant va se lancer un défi, 2 défis, l'Alpe d'Huez va en faire partie. C'est sûr. Donc forcément, ici, on va aller à l'Ambraman parce qu'on va se dire, j'ai fait ça. Alors on ne va pas aller tout de suite à l'Ambraman, mais je vais aller sur l'Ambraman. Mais l'Alpe d'Huez, c'est des passages. Mais c'est presque un passage obligé. Il y a Gérardmer. Je peux citer d'autres triathlons comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on garde à l'esprit? On garde d'abord ces épreuves historiques, d'abord parce qu'elles sont parfaitement organisées par des passionnés, parce qu'à la base, c'est ça. Vous amenez des organisations par des passionnés, vous les montez par des passionnés, souvent par des triathlètes. Vous avez une épreuve qui est ficelée, qui a été pensée. Ils ont la passion. Ça, c'est important. Malheureusement, ce que je dois un peu décrier et ce qu'on doit dénoncer malgré tout, c'est la disparition aussi de beaucoup d'épreuves qui n'ont pas réussi à avoir suffisamment de moyens pour se renouveler, d'accord, obtenir suffisamment de partenariats pour réussir à rivaliser avec d'autres événements qui se déroulent à côté de chez eux et qui attirent les nouveaux, ceux qui se lancent dans le triathlon. Donc, on a la disparition, je pense, le triathlon de Lacanau, qui a été repris par la Ligue, mais ces 2 passionnés qui ont organisé ça pendant une dizaine d'années ont arrêté. C'est pas la seule. Tu le sais aussi bien, c'est pas la seule. C'est des enjeux et c'est un travail, comme tu le dis, de grandir avec cette organisation qui est complexe. Et là où il y a un vrai sujet, c'est que je voulais te challenger aussi sur cet état d'esprit entre Ironman, tous les labels qui sont présents. Et j'ai l'impression quand même que le marché français a ces courses-là avec, j'ai envie de dire, leur marque propre, comme le triathlon de l'Alpe d'Huez, comme le triathlon de Gérardmer. Et c'est vrai que c'est des épreuves où en quelques secondes, même quelques mois, quelques semaines, j'ai envie de dire, pour le triathlon d'Alpe d'Huez sont très vite complètes. Tu penses que d'ici 10, 15 ans, des éditions comme ça, des épreuves comme ça resteront dans le calendrier, auront toujours la possibilité d'avoir des pros? C'est une question que je veux aussi poser à Léon Chevalier avec tous les nouveaux championnats qui sont en train de se créer, etc., sur les gros labels. Tu penses que ça va être quoi un petit peu la position de ces épreuves-là et l'évolution? Il va falloir être bon, parce que c'est vrai que ça ne va pas être simple. Ça va pas être simple. Je pense aussi à Carcan, par exemple, le Frenchman, qui est en train d'exploser. J'ai eu la chance cette année d'être speaker sur le Frenchman. Pardon.
c'est en train d'exploser. J'en ai parlé avec Benji. Je lui ai dit, et maintenant, tu vas faire quoi? Il me dit, maintenant, il va falloir tenir. Il va falloir tenir, résister. Mais bon, ils se préparent à ça. Parce qu'il dit, effectivement, ça y est, on a installé une date, un lieu. On a ouvert une page. Bien sûr. Il va falloir en écrire maintenant le livre. Ça ne va pas être simple. Parce que d'autres événements vont venir se greffer. On s'inspire des meilleurs. Donc, toutes ces épreuves, il va falloir qu'elles tiennent. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion... Il y a vraiment cette notion, comme tu disais, de franchise, de différents états d'esprit. Est-ce que toi, de ton analyse sur cette atmosphère qu'on ressent à l'Alpe d'Huez, on peut aller la chercher? Tu vois, ce serait quoi un petit peu le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut commencer le triathlon? Parce que c'est vrai que l'Alpe d'Huez comme première course, ça reste quand même un sacré morceau. Ça peut être un petit peu l'objectif de l'année. Toi, dans l'approche que tu as, la connaissance, on va dire, du marché français du sport, ce serait quoi un petit peu tes conseils pour aller se tester à ce magnifique sport et le découvrir sous tous ses angles? Moi, je pense que ce qui est important pour durer, il faut progresser. Pour progresser, il faut se préparer. Il faut préparer son mental, il faut préparer son corps, il faut préparer sa vie, parce que la vie va être chamboulée. Quand on se met au triathlon, c'est un environnement qui change. Je ne connais pas de triathlète ou de famille de triathlètes où on n'a pas eu ces réflexions en se disant depuis qu'il fait du triathlon, tout a changé, tout tourne autour de ça. Donc il faut qu'il y ait l'adhésion. Pardon. Il faut que l'adhésion de la famille pour que le triathlète puisse effectivement s'épanouir. Donc ça va être des projets familiaux. Je vais me déplacer en famille si je peux. D'accord ? Donc on revient à certains lieux où on va pouvoir se déplacer en famille. Donc ça veut dire que le lieu va être adapté pour recevoir les familles. Vous voyez ce concept ? Ironman, on est dans un autre critère. On n'est pas du tout là-dedans pour moi. C'est pas la même état. Ironman reste Ironman. Ironman sera toujours critiqué pour les tarifs, les machins, mais ils remplissent toujours autant. On peut dire ce qu'on veut. C'est carré, c'est huilé. On peut critiquer. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Je fais le constat. Moi-même, je cours sur le label. Je fais le constat. C'est carré. D'accord ? On sait pourquoi on paie. On sait ce qu'on aura. Il n'y a pas tellement de surprises finalement. Non. D'accord ? Mais c'est carré. Les autres épreuves en marge, les grandes épreuves françaises, elles ont créé, à mon avis, autre chose. Pour moi, elles ont créé autre chose. Elles ont créé ce fameux environnement. Cette famille qu'on peut amener. Carcan, on peut aller à Carcan en famille, toute la semaine. L'Alpe d'Huez, on peut venir en famille toute la semaine. Développer le nombre d'épreuves autour d'un lieu, c'est pouvoir envoyer et accueillir un maximum d'athlètes de clubs. Donc on fait des déplacements clubs. Donc là, il y a une émulation au sein du club. Et si la famille adhère, on emmène sa femme, ses enfants, les amis, les copains triathlètes, et on passe 3, 4, 5 jours ensemble. Moi, l'évolution du triathlon, je le vois par ça. Je le vois par vraiment quelque chose de très, très populaire qui va se développer dans les clubs, par cette envie de se déplacer entre amis, avec des triathlètes féminines, parce qu'on en a de plus en plus. Il ne faut pas les oublier dans nos déplacements. Alors, quand je dis ça, attention. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'une femme qui pratique le triathlon, ce n'est pas un gars qui pratique le triathlon. Parce qu'à la maison, ce n'est pas le même boulot. Il ne faut pas déconner. On ne va pas dire que le gars il fait le même boulot que la femme à la maison. Okay ? Donc il faut qu'il y ait cet équilibre. Donc ça part d'où ? Ça part de la famille. Donc quand on commence le triathlon, est-ce que la famille est prête ? Alors là, je parle évidemment d'un vrai projet. Bien sûr. Mais même, on peut commencer par un S ou un XS. On fait un XS en premier XS avec 2 mois d'entraînement le dimanche. Et ça y est, on est dans le tourbillon du triathlon dès le lundi matin, en se disant où est-ce que je vais faire un M ? Et ça y est, je veux faire un L. C'est parti, mon copain, là. C'est sûr. Et là, c'est parti pour le défi. Et c'est comme ça que tu vois l'évolution. Moi, c'est comme ça que je vois. Et justement, si je reviens maintenant sur toi, pour la fin de ce podcast, c'est de comprendre ce qui te motive, ce qui t'anime à transmettre tout ça, ce qui te motive à nous parler de cette évolution du triathlon avec passion autour du micro. Pourquoi aujourd'hui tu es encore là et tu as envie de continuer dans ce chemin-là ? Alors, je suis encore là parce que je suis encore compétiteur. Alors, j'ai découvert avec mon dossard du duathlon d'hier, que je n'ai pas couru malheureusement, ma bronchite m'a empêché de courir, mais j'ai vu 60-64 ans. J'ai dit, tiens, celui-là, quand j'ai commencé, évidemment, c'était un 30-34. Donc, ça fait 30 ans que je fais du triathlon. Ça fait 30 ans que il y a eu cette évolution dans le plaisir personnel. Moi, j'arrive d'une autre discipline sportive qui était assez ingrate, difficile. J'étais haltérophile, donc ça n'a rien à voir.
Donc j'ai pratiqué à haut niveau pendant une vingtaine d'années. Quand j'ai basculé au triathlon, j'ai trouvé ça très facile, moi, le triathlon. Parce qu'à chaque entraînement, je progressais. J'arrivais tellement loin, j'étais tellement nul en tout que je pouvais que progresser. Mais ces 30 années m'ont amené à, moi, progresser, travailler mon corps différemment, mon mental. J'étais assez bon techniquement en tant qu'haltérophile et en compétition, j'avais pas de mental. Okay. Alors qu'en triathlon, ça a été complètement l'inverse. Finalement, j'étais moyen, mais le mental s'est développé par le triathlon parce qu'il y a 3 disciplines et j'étais jamais déçu dans les 3. Il y avait toujours une discipline où j'étais content de ce que j'avais fait. Okay. C'était très personnel. Donc cette évolution m'a amené aujourd'hui à allier ma pratique personnelle. J'ai créé le club de Royan, j'ai créé une organisation, je suis devenu speaker et dans 2 mois, je pars courir un Ironman. Ça veut dire qu'en 30 ans, je n'ai pas perdu cette flamme. Parce que je pense que j'ai suivi l'évolution. Mais le fait d'être commentateur et speaker me permet d'être à votre contact, au contact des amateurs et au contact des professionnels. Donc je suis un privilégié. Je communique en permanence avec tous ces gens, avec des marques, avec des journalistes. Donc ça me permet de rester à haut niveau, entre guillemets, pas à mon niveau personnel, mais à haut niveau de pratique et d'échange. Donc, j'ai pas envie d'arrêter. Ouais. Donc tu me verras encore de 70, 74, ouais, j'aurai une licence encore. C'est beau. Et justement, le dernier message et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est quoi un petit peu la phrase, on va dire le point fort que tu as envie de partager aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent pour qu'ils puissent soit se lancer, soit continuer. Nous, la mission du podcast, et c'est pour ça qu'on est sur des organisations, c'est vraiment la dernière mission qu'on a, c'est de mettre les gens en mouvement. Et du coup, quand on vient se déplacer ici, on montre que l'engouement peut faire qu'on va réussir à faire l'Alpe d'Huez, alors que ça se trouve tout seul un dimanche matin, sous la pluie, on ne va pas y arriver. Alors que là, demain, il peut pleuvoir et avec l'engouement de tout le monde, on va réussir. C'est quoi un petit peu le dernier message que tu as envie de passer pour que les gens puissent eux aussi se mettre en mouvement? Souvent, je dis sur une ligne de départ, quand j'ai le micro, je dis vous êtes des privilégiés. Pensez à ceux et celles qui rêveraient d'être à votre place. Ça vous permet d'être en introspection et de se dire, oui, c'est vrai. Parce que finalement, on est un peu tous égocentriques, hein, on travaille pour nous, on le fait pour nous, etc. On ne pense pas forcément à ceux et celles qui aimeraient, qui malheureusement, physiquement, mentalement, ne peuvent pas faire ce genre de sport. Donc, nous sommes des privilégiés. Et après, soyez fiers de ce que vous faites. Bah écoute, franchement, un grand merci pour ce podcast. Merci. Pour le partage avec passion. Et puis, l'occasion viendra de sortir ce podcast. Mais en tout cas, demain, je t'écouterai sur ce live et je te dis à très vite. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!